Bonjour et bienvenue à tous les participants. Je me présente, je suis Frédéric Ledivenage, je travaille pour le bureau d'études Energis et je suis responsable commercial marché du neuf pour la région Grand Ouest. Et puis aujourd'hui, comme vous le savez, le sujet c'est d'aborder les évolutions liées à la RE 2020 en bâtiment tertiaire, puisque depuis le début janvier, on a eu un décret du ministère qui nous informe des évolutions sur les bâtiments tertiaires qui aujourd'hui étaient toujours soumis à la RT 2012. Le petit programme du jour, il est assez simple. L'idée, c'est de représenter un peu tous les usages de bâtiments qui sont soumis aux différentes réglementations ou à aucune réglementation. Puis, je vous ferai un petit rappel des objectifs, puisque la RE 2020 apporte des nouveautés. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ou peu travaillé sur cette RE, ça vous permettra de refaire un point d'étape. Et puis, on conclura par des cas concrets, puisque ayant le moteur de calcul depuis le mois de novembre de l'année dernière, on a pu translater des bâtiments qu'on avait étudiés en RT 2012 vers l'AERO 2020 et voir comment ils se comportent. Donc, pour ce qui est des usages, l'AERO 2020 s'applique depuis le 1er janvier 2022 pour les bâtiments à usage de logement, donc que ce soit les maisons individuelles et les logements collectifs. Et puis, petit à petit, certains autres bâtiments sont entrés dans cette AERO 2020. Donc, au 1er juillet 2022, l'ensemble des bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Et puis au 1er janvier 2023, l'ensemble des extensions de type logement ou de bâtiments tertiaires déjà soumis. Donc la nouveauté, évidemment, c'est qu'au 1er mai 2026, date de dépôt de PC, puisque c'est toujours la date de dépôt de PC qui fait foi dans la réglementation thermique, quasiment tous les bâtiments tertiaires autres qui aujourd'hui étaient soumis uniquement à l'RT 2012 sont désormais soumis à l'AERO 2020. Et pour ça, donc, l'idée, c'est de voir ensemble quel bâtiment et quelle réglementation appliquer. Là, vous pouvez voir un petit tableau qui récapitule de manière assez exhaustive tous les bâtiments qui sont désormais soumis à l'AERO 2020. Certains d'entre eux sont toujours soumis à l'RT 2012. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Les tribunaux et les pavés de justice sont eux restés en RT 2012 et ne sont pas encore soumis à l'AERO 2020. Est-ce qu'ils le seront un jour? On ne le sait pas pour l'instant. Néanmoins, tous les autres bâtiments, que ce soit l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration, les commerces, les établissements de santé, l'industrie et l'artisanat, les établissements sportifs et les bâtiments universitaires qui étaient déjà soumis en RT 2012 sont désormais soumis à l'AERO 2020 à partir du 1er mai 2026. Et en vert, je vous ai mis aussi 3 types de bâtiments qui sont désormais soumis à l'AERO 2020 et qui n'étaient soumis à rien avant, à savoir les bâtiments d'enseignement atypiques. Les vestiaires seuls, alors quand on dit vestiaires seuls, c'est un exemple, c'est les vestiaires qu'on crée au niveau d'un stade de foot par exemple, qui n'ont pas forcément de salle sportive, mais qui sont des vestiaires, donc qui sont soumis désormais. Et puis les médiathèques et les bibliothèques. Il y a également la typologie de bâtiments que l'on qualifie de nus, c'est-à-dire qui sont livrés sans système de chauffage. Donc pour ces bâtiments-là, l'application de l'AERO 2020 se fait également en modification de la RT 2012 bien sûr, avec des contraintes un peu supérieures, puisque oui, il y a toujours le BBO et l'EDH à soumettre au dépôt de PC, mais vous aurez également la valorisation de l'IC Construction qu'on va évoquer par la suite, qui est l'impact carbone des bâtiments. On a évoqué les extensions, donc pour les extensions, c'est la même chose. Donc toutes les extensions, mais les extensions supérieures à 150 m² ou supérieures à 30% de la surface chauffée existante. Quand on est dans cette typologie d'extension, celles-ci sont soumises à la globalité de l'AERO 2020 également. Enfin, il y a aussi une certaine typologie de bâtiments, les bâtiments qui sont exclus de la réglementation et qui l'ont toujours été, y compris en RT 2012. Donc on vous a remis la liste ici, parce que c'est intéressant de le savoir quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bâtiments-là sont exclus quasi uniquement parce que créer des scénarios stables d'utilisation, c'est assez complexe. L'exemple d'une salle de spectacle est un bon exemple, puisque un jour on peut avoir 100 personnes et après pendant 2 semaines n'avoir plus personne dans la salle. Et de la même manière, les piscines et les patinoires, on comprend pourquoi, puisqu'il y en a des conditions intérieures de bâtiments qui sont complexes à gérer. Et je ne vous l'ai pas dit encore, mais les bâtiments de moins de 50 m² ne sont pas soumis ni à l'ART 2012 ni à l'AERO 2020, bien entendu. Voilà pour le petit rappel des usages de bâtiments. Maintenant, je vous propose de passer aux indicateurs et à l'AERO 2020, comment elle fonctionne
et ce qui va donc du coup être impactant pour les bâtiments. Donc vous avez trois grands axes, la sobriété énergétique, le confort d'été, et puis la sobriété carbone. Donc la sobriété énergétique, on le connaît très bien puisque en RT 2000 c'était déjà le cas. Le confort d'été, on l'avait, il était moyennement bien simulé et désormais il est un peu plus précis et permet du coup d'identifier les problématiques de confort estival. Et la sobriété carbone qui est un nouvel axe de travail, qui est le sens de l'histoire, puisque désormais, sobriété carbone, c'est vraiment tout le monde qui y passe. Pour ce qui est de ces trois axes, on va avoir 6 indicateurs à respecter, et des objectifs à respecter, bien sûr. 3 concernant l'énergie, donc, dont 2 finalement que vous connaissez déjà avec les RT 2012, donc le BBio qui est le bilan bioclimatique. Et puis du coup, on a 2 CEP, donc un, on va dire global, et un qui permet de limiter les importations d'énergie non renouvelable, le fameux CEP-NR. Pour ce qui est de la sobriété carbone, 2 indicateurs principaux, le IC énergie, donc, qui est lié aux consommations énergétiques, et le IC construction, qui, comme son nom l'indique, est lié au mode constructif et au génie climatique mis en œuvre. Et enfin, le confort d'été, qui lui va s'appeler degrés-heure, donc DH, et on va détailler tout ça par la suite. Donc si je commence par la sobriété énergétique, pardon, donc le premier indicateur important, c'est le BBio, hein, on le connaît très bien puisque c'est le bilan bioclimatique. Celui-ci doit être déposé au permis de construire. L'évolution de l'Aéro 2020, elle est que le calcul est un peu différent puisque, outre le besoin de chauffage et le besoin d'éclairage qu'on avait déjà en RT 2012, on a désormais le besoin de refroidissement qui est également pris en compte, donc qui vient clairement impacter les objectifs. Donc il faut être vigilant également du coup à ce besoin de refroidissement qui est essentiellement lié du coup, au confort estival. Donc un petit comparatif du BBio Aéro 2020 par rapport au RT 2012. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que désormais, avec la plupart des bâtiments tertiaires qui sont soumis à l'Aéro 2020, ça représente 28 catégories de bâtiments différents. Donc déjà, quand on devra étudier ces bâtiments, il faudra qu'on soit bien clair entre nous sur l'attribution, puisque ça peut changer les scénarios et donc changer les objectifs liés à ces bâtiments. Donc là, je vous ai remis juste 4 exemples rapides pour vraiment identifier ça. Je n'allais pas vous remettre les 28, ça aurait été beaucoup trop dense. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en RT 2012, on avait 2 catégories possibles, donc 2 objectifs bien distincts. Ces catégories étaient uniquement liées au fait que le bâtiment soit ou non climatisé. Et du coup, les objectifs étaient plus ou moins faciles à atteindre et du coup revalorisés. Désormais, avec l'Aéro 2020, on n'a plus qu'un seul objectif, que vous pouvez constater qui est globalement médian entre les 2 anciens objectifs et qui est du coup, selon notre retour d'expérience, relativement cohérent, ni trop complexe, ni trop facile à atteindre, et qui n'est qu'une évolution de la RT 2012 qu'on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est des CEP, donc là, rien de nouveau non plus, puisqu'on a toujours les fameux 5 usages RT qui sont compris dans les consommations en énergie primaire, donc chauffage, eau chaude, éclairage, refroidissement et auxiliaire. Donc avant refroidissement, on en parlait peu, sauf en tertiaire, bien sûr. Mais en tout cas, ce sujet est de plus en plus prégnant. Mais on va intégrer également, ce qu'on n'avait pas en RT 2012, les consommations des ascenseurs et les éclairages de parking. Ça va dépendre beaucoup des bâtiments, évidemment, mais ça peut avoir un impact plus ou moins important s'ils ne sont pas anticipés en amont. Donc ce fameux CEP, même comparatif pour le BBio précédemment, sur les mêmes typologies de bureaux, on avait également deux niveaux de CEP différents en fonction de bâtiments climatisés ou pas en RT 2012. Désormais, on a mis que le CEP-NR, puisque c'est généralement lui qui est dimensionnant sur les projets. Et vous pouvez voir qu'en fonction de l'attribution des bâtiments, donc là seulement 4 catégories différentes, mais on avait déjà constaté des objectifs particulièrement faciles d'accès, en particulier dans les commerces, c'était vraiment flagrant. Et là, vous pouvez voir que les objectifs ont été clairement revalorisés à la baisse, mais encore une fois, selon nous, plutôt de manière cohérente, puisque, comme je vous le disais, certains objectifs RT 2012 étaient soit trop ambitieux, soit pas assez. Et cet Aéro 2020 permet de réajuster tout ça de manière assez cohérente, et vous le verrez dans les cas concrets à la fin. Donc ça, c'était pour la partie sobriété énergétique, donc les fameux BBio et CEP. Le niveau d'inconfort estival, donc le coefficient, c'est le DH, donc pour degrés-heure. Ce degré-heure, il a pour objectif de quantifier un nombre d'heures d'inconfort sur une certaine période et cumulé. Il va fonctionner sur un objectif bas et un objectif haut, donc
Là encore, je vous ai pas mis les 28 objectifs, puisque selon les catégories, les objectifs sont fluctuants. Si on est dans la fourchette basse, c'est-à-dire dans la zone en dessous de l'objectif minimum, on est évidemment confort. Et par contre, à contrario, si on dépasse l'objectif maximum, le bâtiment est considéré comme non conforme et devra du coup, on devra évidemment travailler sur sa conception, soit via une modification de l'architecture du bâtiment, soit via la mise en place de protection ou d'artifices architecturaux, justement pour limiter ce niveau d'inconfort. Et puis, si on est dans la tranche médiante, là, on va avoir une prise en compte d'une pénalisation, on va dire ça comme ça, de froid fictif progressive en fonction du niveau d'inconfort jusqu'à atteindre la proximité de l'inconfort maximum. Cette prise en compte va avoir un impact sur à la fois sur l'atteinte de l'objectif BBO et l'atteinte de l'objectif CEP. Donc, qui a pour objectif du coup de travailler sur des bâtiments le plus confortable possible, justement pour qu'ils soient le moins impactés sur les objectifs d'énergie. Ces objectifs de DH sont modulés en fonction de la typologie de bâtiment, ça je l'ai dit, en fonction des catégories, ce que je vais vous expliquer par la suite, et bien sûr de la zone géographique d'implantation. Donc ces fameuses catégories, donc, la plupart des bâtiments tertiaires qu'on identifie aujourd'hui sont considérés en catégorie 1 de base, on va dire. Et puis, vous pouvez voir ici, il y a 2 catégories potentielles. Bon, c'est assez limité quand même, puisque c'est globalement les bâtiments climatisés, mais en fonction de la typologie de bâtiment, soit ils sont situés dans la zone H2D et H3, qui est la zone de l'arc méditerranéen, et également dans une zone de bruit forte, BR2 ou BR3, zone de bruit où on peut qualifier que les usagers ne pourront pas ouvrir les fenêtres pour se rafraîchir si nécessaire. Et la troisième catégorie, c'est toujours des bâtiments climatisés dont il y a une interdiction d'ouvrir les fenêtres. Généralement, c'est pour des considérations sanitaires, ou des immeubles de grande hauteur, donc plus de 28 mètres. Donc ça, c'est vraiment des typologies de bâtiments qui représentent une très petite part de marché, mais qui ont été pris en compte néanmoins. Donc, comme je le disais, ces fameuses catégories n'ont pas d'influence sur les objectifs BBO, CEP, mais uniquement sur les objectifs de confort d'été, donc le fameux DH. Un petit focus rapide sur la perméabilité à l'air. Donc là, c'est un indicateur qui est plutôt lié à la performance énergétique. Pourquoi je fais un focus? Tout simplement parce que ce niveau de perméabilité à l'air aujourd'hui, il était effectivement pris en compte en RT 2012, très souvent en valeur par défaut, et surtout, vous n'aviez pas de test à faire pour vérifier quand on était en valeur par défaut. Avec la Euro 2020, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce niveau de perméabilité à l'air, plus il est faible, plus les objectifs sont faciles à atteindre, puisque ça augmente la performance énergétique du bâtiment, puisque les infiltrations de parasites d'air froid, en particulier l'hiver, ne viennent pas augmenter le besoin de chauffage, et donc le bâtiment est plus performant. Donc je vous le disais, sur beaucoup de bâtiments, donc pour tous les bâtiments de moins de 3000 m², vous aurez l'obligation de faire un test d'étanchéité à l'air, donc de prouver, de vérifier que vous atteignez l'objectif visé, quel qu'il soit, y compris si c'est une valeur par défaut. Donc ça, c'est quand même une petite nouveauté importante. Et puis c'est important d'en reparler aujourd'hui, puisque là, le retour d'expérience qu'on peut avoir, soit des clients, soit d'un industriel avec qui j'ai discuté en début de semaine, si cet objectif n'est pas anticipé et la mise en œuvre n'est pas réfléchie pour que l'objectif soit atteint, ça peut être très compliqué, mais à contrario, si la réflexion a été faite suffisamment tôt, l'objectif est atteint, et voire largement atteint sans aucune difficulté. Donc soyez vigilants sur ce sujet. Et enfin, donc du coup, le dernier axe qui est la sobriété carbone. Donc, comment ça fonctionne cette affaire-là, puisque clairement, c'est la nouveauté de l'Aéro 2020, donc ça a été nouveau pour nous aussi, évidemment. On parle de bilan ACV pour bilan d'analyse de cycle de vie. Et pour ça, on a 2 bilans distincts, à savoir le bilan construction d'un côté et le bilan exploitation de l'autre, qui sont du coup caractérisés par 2 indicateurs, le IC construction et le IC énergie. Et ces calculs se font sur les 50 premières années de vie. Pourquoi c'est important de le comprendre? C'est que quand on dit 50 premières années de vie, ça veut dire que si des équipements sont considérés renouvelés dans les 50 premières années de vie, du coup, on multiplie par autant de fois qu'ils sont renouvelés. Donc si on commence par le IC énergie, donc évidemment, le IC énergie doit respecter un objectif max, qui est modulé en fonction de la surface et de la zone géographique. Le IC énergie, du coup,
ça représente l'impact carbone des consommations énergétiques du bâtiment, donc qui sont directement liées au niveau de CEP qu'on a évoqué précédemment, et donc liées également à l'énergie qui est importée dans le bâtiment pour ces consommations. Ce qu'il faut comprendre sur ce sujet-là, c'est que cet indicateur avait quand même globalement pour objectif de sortir les énergies fossiles des bâtiments, des constructions neuves, ou à minima que les énergies fossiles, et particulièrement le gaz, puisque c'est ce qu'on peut observer dans les bâtiments, soient hybridées, c'est-à-dire mixées avec une autre énergie, que ce soit l'électrique ou autre, pour justement limiter malgré tout ces consommations d'énergie fossile. Donc devant vous, là, vous avez un petit graphique des objectifs IC Énergie. Comme vous pouvez le constater, pour les bâtiments qu'on évoque aujourd'hui, aucune évolution, c'est-à-dire que à partir du 1er mai 2026, l'objectif est fixe et constant sur les prochaines années jusqu'à 2031, alors qu'avant, on avait eu un objectif qui était un peu supérieur et qui, du coup, a été drastiquement descendu, en particulier dans le logement, parce qu'on a plus que divisé par 2 cet objectif, et ça devient du coup beaucoup plus contraignant. Pour ce qui est du IC construction, donc là on parle bien de la partie constructive, c'est-à-dire mode constructif et génie climatique, plus une petite part chantier mais qui reste très très faible. Toujours dans le même esprit, avec un objectif à respecter et des seuils qui sont modulés en fonction de la surface et de la zone géographique. Et ici, la courbe de l'évolution des objectifs, puisque quand l'Aéro 2020 est paru, elle a directement intégré le fait qu'on devra faire évoluer les objectifs et donc évoluer nos modes constructifs potentiellement pour atteindre des objectifs toujours plus contraignants par palier de 3 ans, puisque le premier palier était de 2022 à 2025, le prochain est 2028 et le dernier est en 2031. Et à chaque fois, vous pouvez le voir sur cette courbe, globalement, on est entre 10-15% inférieur à l'objectif de départ, objectif précédent, pardon, pour atteindre une décarbonation de 30 à 40% en 2031. Pour les bâtiments qui arrivent là, à l'Aéro 2020 en 2026, donc d'ici quelques mois, l'objectif est tout de suite un peu contraignant. Je m'explique, entre 2022 et 2025, le ministère avait volontairement mis des objectifs qui étaient atteignables, voire largement atteignables, mais plutôt de manière pertinente, puisqu'on a tous découvert ce sujet. Quand je dis tous, c'est l'ensemble de la profession, bien sûr, pas uniquement les bureaux d'études, puisque ce travail est vraiment un travail conjoint avec les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études et les industriels, pour justement mettre en œuvre un mode constructif et le prendre en compte de manière intelligente. Et puis du coup, en 2025, l'objectif ayant descendu, on a besoin de travailler de manière de plus en plus précise avec vous pour justement valoriser les bons produits et surtout prendre en compte les produits qui sont mis en œuvre. Et ça, du coup, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc tout d'abord, pour prendre les produits, là, on a besoin vraiment des industriels pour ça, puisqu'on s'appuie sur des fiches de données environnementales et sanitaires, donc les fameuses FDES ou les PEP, c'est le même principe, mais pour le génie climatique. Ces fiches qualifiant la performance d'un matériau ou d'un matériel sur l'aspect carbone. Ces fiches devant également être certifiées INIES et être donc déposées sur la base INIES, qui est la base nationale de référence des fiches environnementales, puisque nous, notre travail, c'est de récupérer les informations de votre part et d'aller les faire correspondre avec les infos de la base INIES. Ces infos étant classées sur 3 typologies. Une typologie défavorable, donc on prend un matériau, on n'a aucune information, il n'a aucune certification autre que celle faite par le CSTB, et donc c'est une valeur par contre très pénalisante. On ne peut pas aujourd'hui, sur les objectifs qui sont identifiés sur les bâtiments qu'on évoque ce jour, prendre en compte de manière systématique une valeur par défaut pour l'ensemble des matériaux. Sinon, clairement, on n'atteindra pas l'objectif. Comment on fait du coup? Eh bien, on essaye d'identifier des fiches, soit des fiches collectives, soit des fiches individuelles. Les fiches collectives étant des fiches qui ont été réalisées par un groupement industriel sur un produit donné et qui sont une moyenne de performance d'un produit tel que les industriels l'ont quantifié. L'intérêt de cette fiche, c'est qu'elle est clairement bien plus performante que la fiche par défaut. Elle a un deuxième intérêt, c'est que au moment des appels d'offres, ça n'enferme pas, entre guillemets, dans une marque spécifique. L'inconvénient, c'est qu'elle est évidemment moins performante qu'une fiche individuelle précise d'un industriel, et donc ne permet parfois pas, ou pas de manière suffisante, d'atteindre
l'objectif final. L'objectif va être atteint clairement en mixant ces trois typologies, puisqu'on a plein de produits qui n'ont pas de fiche soit moyenne, soit collective, soit individuelle, et à contrario, de valoriser au mieux les valeurs précises d'un industriel pour justement limiter l'impact de certains produits. Ici, je vous ai remis un peu ce que je viens de vous dire, un peu une synthèse, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que bureau d'études, on est un agrégateur d'informations pour pouvoir vous conseiller dans vos choix. Et pour ça, on a besoin de tous les acteurs de la chaîne, que ce soit architectes, économistes, bureau d'études structure et bureau d'études fluides, où tous ces acteurs vont nous transmettre les informations, que ce soit les quantitatifs, les références des produits qui vont être mis en œuvre. Et nous, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations-là, on va justement les faire correspondre avec la base INES, voir où arrive le résultat et nous permettre d'échanger avec vous pour trouver soit des solutions pour améliorer les choses, soit des solutions, encore une fois, pour aller plus loin et innover dans les manières de construire. Et effectivement, aujourd'hui, l'objectif qui a été fixé entre 2025 et 2028, il est comment dire, ambitieux, mais largement encore atteignable en ayant cette démarche d'échange et de travail ensemble pour valoriser les produits tels qu'ils sont mis en œuvre. Mais également, on peut profiter de cette période, puisque 2028 sera clairement des objectifs plus contraignants. Et donc, on devra peut-être trouver de nouvelles solutions qu'on a identifiées un peu ici, qui sont évidemment non exhaustives. On peut trouver plein d'autres choses. Évidemment, il faut optimiser le quantitatif, ce que j'évoquais, trouver les bonnes fiches en fonction des matériaux mis en œuvre, mais il y a aussi des matériaux qui arrivent, les ciments décarbonés par exemple, mais également les ossatures métalliques décarbonées, puisque ça existe. Il y a des industriels qui ont performé sur des ossatures métalliques. On peut également apporter des matériaux biosourcés, de type bois, de type boîte de cellulose, etc. Mixer ces différents éléments pour justement apporter de la performance sans pour autant faire du 100% de l'un ou 100% de l'autre. Et travailler sur la filière de réemploi, puisque le réemploi, dans le calcul, est considéré à zéro. Et donc à zéro, puisque c'est ça tout l'intérêt, puisque du coup, le matériau est neutre. Donc voilà pour la partie théorique. J'espère avoir été suffisamment clair, parce que désormais, on va pouvoir attaquer des cas concrets et vous montrer sur 4 bâtiments différents comment ils se comportent, ou comment ils se comporteront plutôt demain en RE 2020, puisque aujourd'hui, ils sont encore à la RT 2020 jusqu'au 1er mai 2026, une fois de plus. Juste un tout petit rappel très rapide. Quand on a des bâtiments mixtes, comment ça se passe? Donc là, l'exemple, c'est espace de santé, zone commerciale, mais ça pourrait être autre chose. Cet exemple-là, ça peut être une pharmacie au rez-de-chaussée qui est un espace commercial et puis un espace de santé à l'étage. Dans ce cas-là, évidemment, les objectifs sont différents. Ils sont calés par zone. Chaque zone aura ses objectifs, BBO, CEP, confort d'été, etc. Mais l'Aéro 2020 est un raisonnement au bâtiment. Donc on aura finalement l'équivalent d'une moyenne en objectif final sur le bâtiment. Donc ça, pour vous, c'est un peu comment dire, abstrait, mais du coup, ça veut dire que parfois, les bâtiments mixtes ont des objectifs qui sont différents d'un bâtiment avec un usage unique. Et de la même manière, donc ça c'est un peu plus évident, mais un bâtiment avec deux usages, un usage chauffé quel qu'il soit et un usage non chauffé, là l'exemple de bureau avec une zone industrielle par exemple à côté, un entrepôt, évidemment la zone de bureau elle est soumise à partir du moment où elle fait plus de 50 mètres carrés, et la zone non chauffée est évidemment non soumise à la réglementation thermique, puisqu'elle est, et comme je l'ai bien indiqué, non chauffée. Premier cas pratique que je vous propose de regarder ensemble, c'est les espaces de santé, puisqu'aujourd'hui, clairement, les espaces de santé sont soumis à l'alerte ministre, pardon. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de bâtiment qu'on a pu étudier l'année dernière. À gauche, vous avez donc les 4 exemples seront faits un peu de la même manière, c'est-à-dire à gauche, vous avez le mode constructif qu'on a identifié et préconisé en RT 2012 pour atteindre l'objectif. Et à droite, vous avez les résultats de la RT 2012, donc ce bâtiment tel qu'il a été conçu et son mode constructif que vous pouvez identifier à gauche est conforme, même plutôt bien conforme, puisqu'on a quasiment 10% de gain sur le vélo, donc ce qui est plutôt très bien. Et si on le translate en RT de RT 2012 à RE 2020, pardon, sans modification bien sûr, c'est-à-dire que ce même bâtiment qui serait amené vers la RE 2020
Aujourd'hui, ben, il serait déposé, par exemple, à partir du 1er mai 2026, ben, il serait non conforme, puisqu'on aurait, vous pouvez le voir, 5% de perte, entre guillemets, ou en tout cas de manque au niveau du BBO. Et pareil sur le DH, à peu près 22% de perte. Par contre, pour tous les autres indicateurs, on est conforme, voire largement conforme, hein. Et encore une fois, vous voyez, ici Énergie, on est largement conforme puisqu'on est sur une solution électrique. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et donc, si le bâtiment est non conforme, bah, vous l'avez compris, il faut le rendre conforme, hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sans modifier l'architecture ou la structure du bâtiment, eh ben, on a rajouté des éléments pour le rendre conforme, juste conforme, hein. Je vous ai pas remis les résultats, mais on est évidemment juste conforme. L'objectif, c'est pas d'être surperformant. Et donc, on a apporté de la modification liée aux isolants, mais de manière assez minime, puisque l'écart de 5%, il est quand même faible et largement atteignable, à la fois donc, sur les vitrages, l'isolant, et également pour le confort d'été, une gestion automatisée des volets roulants. Puisque justement, là, l'objectif, c'est de se protéger des apports solaires l'été pour, du coup, limiter les risques de surchauffe. Donc, ces solutions que vous avez devant vous, c'est celles qu'on a choisies là aujourd'hui. Évidemment, quand on échange avec vous sur vos projets, on peut tout à fait en trouver d'autres en fonction de vos desiderata, vos besoins. Le deuxième cas, donc les bâtiments de commerce. Donc là, vous avez un bâtiment de 2500 m² dans une zone de bruit VR3. De la même manière, vous avez à gauche le mode constructif qu'on a imaginé, pardon, qui est préconisé pour rendre nos projets conformes. Là, pour le coup, le mode constructif qu'on a identifié, il est plutôt très léger. Ça fait partie des bâtiments de commerce, des bâtiments qui étaient avec des objectifs, selon nous, trop peu ambitieux, puisque les bâtiments, finalement, ils étaient facilement conformes sans trop de difficultés. D'ailleurs, on peut le constater, même avec ce mode constructif, on a plus de 15% de gains, ce qui est beaucoup. Et par contre, quand on le translate en Euro 2020, eh bien pour le coup, le réajustement se fait sentir puisque on a quasiment 25% de marge, de perte, pardon, sur l'objectif identifié, donc ce qui est beaucoup. Pour tout le reste, par contre, il y a pas de difficulté. Globalement, on est conforme, voire largement conforme sur les autres objectifs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, sur ce tableau, vous avez les optimisations qui ont été imaginées pour rendre le projet conforme, sans encore une fois modification du bâtiment. Donc avec des modifications structurelles d'isolants qui sont quand même assez fortes et assez contraignantes et qui peuvent engendrer des contraintes économiques importantes. Et l'autre point, et non des moindres, c'est l'obligation de faire un test d'étanchéité à l'air, pardon, et surtout avec un objectif plus faible que l'objectif par défaut. Donc ça va vraiment sur ce type de bâtiment engendrer une prise en compte de la mise en œuvre importante pour justement atteindre cet objectif. Troisième cas et avant-dernier cas, le cas des restaurants. Donc voilà, encore une fois, un exemple de restaurant qu'on a pu étudier avec un mode constructif assez classique, hein, rien de trop méchant, et avec un objectif atteint, juste conforme. Donc ça fait partie des bâtiments qui fonctionnaient plutôt bien dans une certaine conception. Et bien quand on le translate en Euro 2020, vous pouvez constater que globalement, il y a un écart, mais il est somme toute assez cohérent, puisque finalement c'est un petit peu le BBU, un petit peu le CEP, NR, pardon, et le confort d'été, par exemple, lui, est largement conforme, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et de la même manière, dans ce tableau, vous pouvez voir les optimisations nécessaires, donc qui sont vraiment maîtrisées, hein, puisque c'est pas des choses très fortes et très incohérentes, et qui ne vont pas, surtout pas engendrer des surcoûts trop importants. Donc on peut se dire que sur les bâtiments de type restaurant, l'impact de l'Aéro 2020 sera maîtrisé. Et dernier point, et encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'était pas de vous présenter tous les types de projets, mais plutôt de vous donner une tendance. On a fait un cas de crèche, puisque ces bâtiments de type crèche étaient des bâtiments qui ont été 2012 étaient hyper contraignants et qui engendraient des modes constructifs vraiment très performants, avec des contraintes plutôt très fortes, puisque là, vous voyez à gauche le mode constructif qui est quand même assez solide.
et à droite l'objectif qui est juste atteint. Par contre, quand on translate sur l'Aéro 2020, bah, vous pouvez voir que l'objectif, lui, à contrario, est largement atteint, avec des gains importants, voire très importants sur les différents objectifs. Encore une fois, toujours sans rien modifier, hein, c'est vraiment l'objectif. Et en plus, autre point important, c'est que, bon, j'ai été un peu vite, mais vous avez pu le voir que l'objectif était surperformant sur la perméabilité à l'air en RT 2012, c'est-à-dire à 0,7. Et puis en Aéro 2020, on a pu remonter cet objectif à la valeur par défaut, donc il faudra quand même faire le test pour le prouver. Mais la contrainte, du coup, est beaucoup moins forte. Et on est toujours conforme avec ces gains que je vous ai montrés juste avant. Donc voilà, donc ça veut dire que ces bâtiments-là seront moins contraignants qu'ils n'ont pu l'être en RT 2012 sur la partie micro-crèche ou accueil de petite enfance. Donc voilà, donc j'arrive à la fin de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir selon moi sur l'évolution de l'Aéro 2020 dans les bâtiments tertiaires, dans les nouveaux bâtiments tertiaires, disons, c'est que les objectifs ont été recalés, pas de révolution une fois de plus, plutôt des objectifs recalés de manière intelligente, et du coup l'ensemble du parc tertiaire va pouvoir migrer vers des bâtiments plus sobres énergétiquement parlant, plus confortables l'été et de plus en plus décarbonés. Et puis pour nous, ça va nous permettre d'avoir une cohérence globale de réglementation sur tous les bâtiments tertiaires, puisque, encore une fois, Énergie, si aujourd'hui on fait un webinaire ensemble, c'est aussi parce qu'on est capable de vous accompagner sur vos projets au quotidien et répondre à vos interrogations et trouver les bonnes solutions pour rendre les projets viables économiquement parlant. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter si toutefois vous avez des besoins.